Chapitre 9. Comment Tommy réveilla Acta et manqua de faire exploser un bout de montgolfière. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les montgolfières. Cela faisait comme une ellipse. Une grosse ellipse toute dégoulinante qui s'agitait. Quelques poils, gras et noirs, se terraient dans ses orifices sointant. L'air qui en sortait semblait racler ses parois avec force, à tel point qu'un bruit disgracieux émanait de la chose. Elle-même tremblotait en fonction des afflux d'air qui pénétraient d'abord par en dessous avant de ressortir viciés par les orifices supérieurs. Le tout ressemblait à une machine usée par le temps. C'en était presque fascinant. Le plus fascinant fut d'ailleurs la réaction qui se fit lorsque le haricot corico vint boucher l'orifice du dessous. Il eut d'abord un grognement de déplaisir, puis comme un étouffement lorsque l'aliment verdâtre, couvert de petites pustules tel un cornichon, se mit à pénétrer vraiment l'orifice concerné. Le sujet se débattit quelque temps, mais Tommy vint appuyer dessus. Il rentra sa main jusqu'au gosier de la chef Acta qui avala avec grande difficulté le haricot. Aussitôt, et respectivement, elle sursauta, s'étrangla, se releva en hâte, se cogna contre le lit du dessus et respira très fort en se tenant la gorge. Tommy, debout à côté, s'essuya la main coupable tout en contemplant la scène. Quoi ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien. Je n'ai fait que vous sortir d'un profond sommeil. La chef, pas encore très alerte, les yeux gros comme des billes et la rétine rougie, mit du temps à se situer dans l'espace-temps et à comprendre la situation. D'ailleurs, elle ne la comprit pas. Vous êtes qui ? Ça ne servira à rien que je vous dise mon nom, puisque de toute manière, vous ne me connaissez pas. Vous êtes qui ? Je suis Tommy Hardluck. Je connais pas. Oui, c'est ce que je vous disais juste avant. La chef avait l'air perdue. Elle regarda à droite, puis à gauche, enfin en haut et en bas, et elle sembla reconnaître l'endroit. De l'assurance envahissait peu à peu son visage blême par tant d'années de sommeil. Vous êtes qui ? Non, je veux bien que vous soyez perdu, tout ça, mais là, ça va devenir lourd. Réellement. Si vous croyez que votre nom m'aide à vous situer. Oui, mais non. En plus, on me l'a déjà faite celle-là. Donc définitivement, et afin de ne pas perdre de temps inutilement, je m'appelle Tommy Hardluck. Je viens de l'étage le plus bas de la montgolfière et je voyage afin de comprendre pourquoi le ciel est bleu. Pourquoi le ciel est bleu ? Mais c'est complètement... Non. Je vous assure, vous n'êtes pas obligé. Celle-là aussi, on me l'a déjà faite. Ça devient très lourd. Oui, je sais, c'est une question nulle et une motivation stupide. Mais c'est comme ça. On va pouvoir passer à autre chose maintenant ? Tommy Hardluck, tu dis ? Ouais, ça me rappelle quelque chose. C'était pas toi, le petit morveux qui passait son temps à chialer ? Qu'il était sot, ce mioche ! Vous m'avez connu petit. Oh, à mon âge, j'ai eu le temps de connaître tous les habitants de la montgolfière petit. Même le roi, c'est dire. C'est pas que je suis pas curieux, bien au contraire. Mais ça m'ennuie de repasser par des endroits déjà visités. Et je dois vous avouer que poursuivre mon extraordinaire voyage me titille les chakras. Et t'as besoin de moi pour ça ? C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Qui t'a dit ça ? Astrid. Ah, Astrid, la vieille balayeuse, une vraie pourriture quand elle le veut. Même quand elle le veut pas, à ce que j'ai pu voir. Alors, t'as besoin de moi pourquoi ? En réalité, l'accès aux étages supérieurs est bloqué par d'énormes rochers, et Astrid m'a dit que vous auriez la solution. C'est encore bouché ? Ma parole, qu'est-ce que vous glandez pendant que je dors ? Pourquoi c'est bouché ? Oh, une longue histoire. Je soupçonne les polices d'être à l'origine de tout ça. Elles pouvaient pas me blairer. Les polices ? Oui, on les appelle comme ça à cause de leur pilosité incontrôlable. Ça leur met les nerfs. Les sœurs russes qu'on les appelle aussi. C'est les ogresses qui s'occupent entre autres de gérer l'ordre sur la montgolfière. Mais elles n'ont pas l'air elles-mêmes d'en avoir conscience. Et pour en revenir à votre histoire, que s'est-il passé ? C'était l'époque où j'étais une rebelle. Non pas que je n'en sois plus une, attention. Mais on vieillit. Je m'amusais à mettre des bombes dans les étages supérieurs et ça n'a pas trop plu. Une terroriste. J'appelle ça une terroriste. Donc, comme je les ennuyais très légèrement et qu'elles pouvaient se résoudre à me tuer, elles ont bloqué l'accès aux étages supérieurs. Elle ne pouvait se résoudre à vous tuer. Oui, stratégie politique. C'est-à-dire ? Réfléchis un peu. Déjà, ça aurait fait tâche. Et puis surtout, si elle me tuait, ça n'aurait très certainement guère enchanté ma fille Sopa. Et après, eh bien très certainement qu'elle aurait quelque haine envers les dirigeants de la montgolfière. Et très certainement qu'elle protesterait en arrêtant de travailler. Et très certainement que sa femme la suivrait. T'imagines, plus personne dans la montgolfière pour cuisiner. Avec les problèmes de démographie qu'on a, elle ne voulait pas risquer ça. Alors elles ont bouché, avec des rochers, l'accès aux étages d'au-dessus. Solution simple et efficace.
D'ailleurs, comme je représentais toujours une menace, je les soupçonne également d'être responsables de mon sommeil artificiel. Comme je t'ai dit, elles pouvaient pas me tuer, mais me mettre dans un coma, ça passe inaperçu. Tellement que je suis sûre que Sopa ne se doute de rien. Je ne sais pas comment elles s'y sont prises, mais c'est bougrement efficace. Et pourquoi donc faisiez-vous sauter des bombes? Révolution, hombre! Mais encore? Toi, tu es encore jeune, tu n'as pas connu les débuts de la montgolfière, à l'époque où l'on pouvait encore se déplacer d'un étage à l'autre sans trop de difficultés. Moi, je l'ai visité, de haut en bas, et je sais très bien ce qu'il se passe là-haut. Si tu voyages aussi, sûrement que tu le verras de tes propres yeux. Quoi donc? Les patapoufs corrompus qui nous servent de sénateurs. Ces sénateurs débilement inutiles qui conduisent des débats enflammés sur des sujets futiles. Et se servant de ce prétexte, s'engraissent sur notre travail dans un confort indécent. Et je ne souhaite même pas évoquer notre bon roi Play 8, ce crétin congénital. Un véritable enfant quand il s'agit de rêver, une véritable ordure quand il s'agit de diriger. Et puis diriger, c'est un bien grand mot. Alors oui, des fois, les sénateurs promulguent des lois, ou le roi prend une décision, mais pour quel résultat? Chacun vit tellement renfermé sur soi-même que les lois ne prennent effet qu'aux étages les plus hauts, et encore. Et pendant le reste du temps, crois-moi, ils profitent bien de notre misère. Je veux dire, à part leur fonction symbolique, ils ne servent à rien. Tous. Ce n'est que des corps. En vérité, ils pourraient très bien tous disparaître sans pour autant gêner le fonctionnement de la montgolfière. En bref, c'est un système dépassé d'exploitation qui n'a plus de raison d'être dans notre contexte apocalyptique. Rien de très original pour l'instant. S'il fallait faire sauter tous les endroits où une frange de la population profite du malheur d'une autre, la Terre n'entendrait que le chant des bombes. Mais le problème n'est pas là. Effectivement, dans toutes les sociétés, des puissants profitent de leur pouvoir. Mais sur la montgolfière, la donne est différente. Je ne sais pas si tu l'as encore remarqué, mais la montgolfière a réussi à instaurer quelque chose de magnifique et d'unique dans l'histoire des hommes. Et le fait qu'il y ait des puissants ne change rien. Tout le monde est libre de faire ou de ne pas faire ce qu'il veut. Tu as voulu partir de chez toi? Rien ne t'en a empêché, tout simplement parce qu'il n'y a personne pour t'en empêcher. Et pourtant, chacun a une tâche bien précise qui est vitale pour la survie de la montgolfière. Et sans contrainte aucune, chacun accomplit son devoir quotidiennement. L'habitant de la montgolfière est le citoyen ultime sans le savoir. D'ailleurs, nous vivons quelque chose d'extraordinaire sans le savoir. C'est ce que les anarchistes ont toujours poursuivi. Une société en autarcie, sans loi, où chacun a le pouvoir sur sa vie. Et vous, dans tout ça? J'y viens. Le problème, c'est toujours le même. Des gens mal intentionnés ont voulu détruire ce paradis et reproduire le modèle de société pré-bougli-boulguien, pourtant réputé infâme. Ces gens, ce sont le roi et les sénateurs qui se pensent au-dessus de tout et surtout au-dessus de nous. Alors, évidemment, comme il leur fallait un bras armé, ils ont créé une police. La police. Exact. Et c'est pourquoi je faisais sauter des bombes. Pour protester. Mais concrètement, ça changeait quoi? Absolument rien. Mais là n'est pas la question. Je refuse d'avoir au-dessus de moi une sale majesté et des feignants de sénateurs. Et puis ça défoule vachement. Je veux dire, la lutte, ça vous donne un sens à l'existence, comme une nouvelle flamme. Donc en fait, vous vous battiez pour rien? Si, c'est une affaire de symbole. Peut-être, mais c'est crétin. Et ton extraordinaire voyage alors? C'est pas pareil. Et puis moi, je ne tue personne pour arriver à mes fins. Attention, hein, moi non plus. Ce n'était que pour impressionner les gens, leur faire prendre conscience, mais je ne faisais pas de victimes dans mes attentats. Une terroriste se doit d'avoir une éthique. Vous m'en direz tant. Mais maintenant, je suis trop vieille pour ce genre de conneries. Heureusement qu'il y a la relève. La relève? Ben toi, pardi. Ah non. Non. Il y a malentendu. Je ne fais rien sauter du tout, moi. Et comment tu comptes dégager le passage, alors? Vous voulez dire que... Acta fouilla sous son lit et présenta une grosse noix de coco à Tommy. Tiens, c'est une grenade. Alors, je ne suis pas expert en fruits, mais il me semble qu'il s'agit là d'une noix de coco. Oui, mais c'est une grenade. Assurément non, puisque c'est une noix de coco. C'est une grenade faite à partir d'une noix de coco, effectivement. Mais ça n'en est pas moins une grenade. Que voulez-vous dire? Et puis, en la prenant dans ses mains, Tommy aperçut un détonateur sur le haut du fruit. Ah, vous vouliez parler d'une bombe? Techniquement, c'est plus une grenade. Oui, mais ça porte à confusion. Donc, quand je soulèverai le détonateur, ça explosera.
Après quelques secondes, ouais. En même temps, c'est le but de rechercher. Oui, bien sûr. Enfin, on va pouvoir montrer à ces polices que la jeune génération ne s'est pas laissée aliéner et qu'elle est prête au combat. C'est-à-dire que je fais ça avant tout pour mon voyage, moi. Oui, mais eux ne le savent pas. Donc, l'effet est le même. D'ailleurs, tu les salueras de ma part. Oui, d'ailleurs je vais y aller. C'est pas que je n'ai pas envie de débattre sur la nécessité de la violence, sur le politique ou une autre de ces conneries, au contraire. Mais tout d'abord, vous ne m'inspirez que très peu de respect, et en plus, le chapitre s'éternise quelque peu. Et je doute que cela intéresse quelqu'un. Oui, c'est vrai que le feeling n'est pas là. Enfin, tant que quelqu'un pose des bombes à ma place. Moi, je m'en fiche du feeling. Posée sur l'échelle, la grenade avait l'air d'un gros œuf de Pâques prêt à libérer ses secrets. Une main hésitante caressait le détonateur avec hasard. Tommy, suspendu entre deux étages, contemplait l'explosif, et une certaine fascination dévorait son cœur. Il y avait dans ce joujou la mort et la destruction, le feu et l'éclat, mais aussi l'attrait de ce qui purifie, de cet entre-deux qui sépare la violence du néant à la quiétude du renouveau. Il y avait du printemps dans cet œuf, et Tommy avait peur de ce printemps, de ses bourrasques tranchantes comme de l'airain, de son lot de bourgeons étincelants, de ses piaillements assourdissants d'oisillons bientôt adultes. Mais Tommy était courageux, et ses hésitations devinrent certitudes, et ses tremblements devinrent fermes et agiles, et sa main voulut dégoupiller la grenade. Et là, tu ne penses tout de même pas faire sauter cet engin ici? Eh bien si, pourquoi? Je ne devrais pas? Bien sûr que non, que tu ne devrais pas. Parce que, vu ton engin et connaissant Acta, c'est pas les rochers que tu vas dégager, c'est tout cet étage qui va disparaître. Et je dois avouer que ça m'embête un peu. Déjà parce que je suis à côté et que je ne veux pas mourir, mais aussi parce que ma chambre est à côté et que je souhaite la préserver. Ne nions pas également un éventuel élan altruiste et l'attachement que je porte à l'intégrité de cette montgolfière qui a le mérite de me maintenir hors de la terre, ainsi que quelques autres. Je suis bien conscient que faire sauter la grenade ici va entraîner quelques dégâts collatéraux, mais il faut bien que je passe. Tu serais prêt à faire sauter ma chambre avec éventuellement moi dedans juste pour un voyage, certes extraordinaire, mais somme toute superficielle? Vu comme ça, même si je ne vous porte pas vraiment dans mon cœur, c'est vrai que ce serait détestable de vous tuer juste pour des fantasmes personnels. Quel enfant incroyable! Et je fais quoi alors? Je fais marche arrière et le compte s'arrête? Ça pourrait être une idée intéressante, mais dans ma grande mansuétude, je veux bien t'aider et te donner ceci. Astrid présenta une belle pioche de fer à Tommy, lequel la saisit par le manche, ce qui est tout de même plus sage. Tu verras, c'est certes plus fatigant que la grenade, mais c'est drôlement plus intelligent. Vous voulez dire que vous m'avez envoyé tout en bas de la montgolfière voir Acta, alors que vous aviez de quoi dégager le passage? C'est à peu près ça. Mais pourquoi? On peut trouver plusieurs raisons. Déjà, être héros de conte n'est pas chose aisée. S'il suffisait d'aller un point A à un point B sans trouble, ça se saurait. Et puis, n'as-tu pas fait une merveilleuse rencontre en y allant? N'as-tu pas appris plein de choses fort intéressantes? Et je dois dire qu'un chapitre de plus, c'est toujours ça de prix. De nombreux noms vulgaires traversent mon crâne en ce moment, et force est de constater que non seulement ils sont parfaitement adaptés à la situation, mais qu'en plus ça me soulage grandement rien que d'y penser. Laisse-les donc là où ils sont et remercie-moi plutôt. En plus de te guider vers de formidables rencontres, je t'offre une belle pioche pour en faire encore plus. Ben voyons. Mais ne nous emballons pas trop vite en nous perdant dans des remerciements nombreux et goulus. Car je ne fais pas ça pour tes beaux yeux. Le contraire m'aurait étonné. Pour faire court, ma fille était là-haut lorsqu'ils ont bloqué le passage. Et donc, elle y est coincée depuis. Si tu pouvais la retrouver et me la ramener, tu serais un amour. Même si l'utilisation du verbe pouvoir sous-entend un choix, ne nous leurrons pas, je ne t'en laisse pas. Et si tu veux me la faire à l'envers, je saurais te retrouver pour te briser les genoux. Bon, puisque apparemment je n'ai pas le choix, disons que je vais accepter cette proposition. Elle ressemble à quoi, votre fille? Oh, tu la reconnaîtras facilement, c'est une petite fille brune. Elle s'appelle comment? Juliette. Va pour Juliette, j'essaierai de vous la retrouver. Je te le souhaite. Tommy s'éloigna alors et se ficha en face des gros rochers. Il leva son bras bien haut, fit briller la pointe de fer dans les airs, et fut coupé dans son élan pour la seconde fois. Quoi encore? Ce n'est que moi. Oui, j'ai bien vu que ce n'était que toi. Mais que me veux-tu? Igor rougit et frotta l'échelle avec le bas de son corps dans un mouvement vertical, et ce afin d'exprimer une certaine gêne. Allez, accouche, on va pas y passer la soirée. Bon, même s'ils me le répètent sans arrêt le contraire, ce qui est très gentil de leur part, je veux bien le reconnaître, ma place n'est pas ici. Et pourquoi ça? Pour plein de raisons. Ils ont assez de malheur pour que je leur en rajoute.
Non seulement je ne sers à rien Aucun ici, d'eux ne sert à quelque chose, je te rassure. mais en plus je fais stagner un froid polaire dans les tâches, alors même que les conditions sont déjà mauvaises à la base. Depuis le début, ils te subissent. Pourquoi t'en aller tout à coup sur un coup de tête? Parce que tu m'en donnes l'occasion. Et puis, ce n'est pas ce que tu as fait, toi? Si, mais là n'est pas la question. Moi j'ai le droit, puisque je suis héros de conte. Et que si j'étais resté tout en bas à balayer, pas sûr qu'on se démènerait à narrer mon histoire. Je peux venir alors? Ben, personnellement, je n'y vois pas trop d'inconvénients. Donc oui, tu n'as qu'à me suivre. Chouette! Igor trépignait de joie, mais pas trop quand même, car il est bien difficile de trépigner sans tomber quand on se trouve sur une échelle. Alors, il se rapprocha au plus près de Tommy et se mit à le fixer avec son regard de neige. Celui-ci brandit la pioche pour la deuxième fois, baissa la tête furtivement et s'arrêta, gêné. Alors par contre, il va falloir que tu sois moins collant. Parce que là c'est très gênant, limite obscène. Oh, je comprends. Tandis que le bonhomme de neige baissait les yeux, envahi d'une grande déception, le jeune garçon posa les siens sur la pioche, puis sur son nouveau coéquipier, et réfléchit. Il finit par la lui tendre. Tiens d'ailleurs, je propose que tu casses les rochers. Mais mes bras sont petits et fragiles. Tu ne crois tout de même pas rejoindre mon extraordinaire voyage et toutes les choses merveilleuses que cela implique sans faire le moindre effort, n'est-ce pas? Ce serait insensé et profondément égoïste. Il faut que tu prouves ta valeur. Oui, tu as raison. Igor saisit la pioche, prit la place de Tommy et commença à frapper la roche. Le jeune garçon se posa dans un coin et ferma les yeux, bien décidé à toucher Morphée du bout des doigts en attendant que le passage soit dégagé. Un peu d'exercice n'a jamais tué personne après tout.